Et Giuseppe est enfin entre autres, hein, le co-créateur de Coconino World. C'était une idée absolument fabuleuse. Profiter d'Internet pour collecter tout ce qui s'était fait en graphisme, en illustration, depuis le début du 19e siècle. Ouais, même avant. Même avant. Ce mec-là devrait être milliardaire, quoi. Il l'est. Il est peut-être, mais enfin... Plein de comptes en Suisse. Et bon, c'est un grand honneur que tu nous fais de venir présenter ton parcours, où tu es maintenant, vous, parce que bon, quand je dis, je connais plus particulièrement Giuseppe, mais bon, c'est vous, quoi. C'est vous parce que en plus, toi, tu as un talent nettement supérieur à celui de Giuseppe au graphisme. Non, je plaisante. Alors, bonsoir. Moi, je m'appelle Giuseppe. C'est comme ça que je signe depuis très très longtemps. Je suis ici à l'invitation de Pascal et puis d'autres personnes. Je suis dessinateur, on va dire ça comme ça, au départ, quoi. Je suis investi dans plein de projets depuis très longtemps. Pascal a parlé tout à l'heure d'un projet qui s'appelle Coconino World, qui a eu lieu et qui est toujours installé à Angoulême, qui est le plus gros projet auquel j'ai participé, que j'ai cofondé avec un scénariste qui s'appelle Thierry Smolderen, et qui est en fait le premier éditeur immatériel et le premier musée virtuel de toute l'histoire en fait de la bande dessinée sur le web. Et ça, c'est un truc qu'on a fait en 98, à partir en fait de 98, à Angoulême. Voilà. Donc moi, mon parcours, c'est que je suis diplômé des Beaux-Arts d'Angoulême, donc de la version Beaux-Arts, hein, pas la version ESI, donc de la version diplôme municipal de bande dessinée. Voilà. Moi, je suis diplômé en 95, donc avec un diplôme municipal sous la présidence de Jean-Giraud Moebius, qui est mon président de jury. Voilà. T'es avec les Mazans Juste après, ouais, en fait, moi je suis rentré à l'école en 91-92. Ouais. Voilà. Ouais, en fait, nous on est la génération où Delcourt est parti. Parce que, il avait fait son marché, il est arrivé. Ah ouais, il a fait son marché. voilà, donc c'était une époque qui était assez intéressante parce que c'était la seule école de BD en France, quoi, réellement. C'était une école mais super informelle, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, nous on apprenait entre nous, entre dessinateurs, entre étudiants et tout ça. Et c'était avec un diplôme municipal, donc c'était vraiment à la fois très quand même sérieux, c'est-à-dire tout le monde travaillait quand même très très sérieusement, le dessin, la bande dessinée, tout ça, et en même temps, il y avait un côté un peu informel. Aujourd'hui, l'école est devenue une école européenne supérieure, c'est tout autre chose. Moi, j'étais dans une école des Beaux-Arts. Ouais, oui et non, quoi. Ouais. Après, il y a Strasbourg, qui est de longue date le concurrent d'Angoulême, quand même. Ouais, pas uniquement. Hein. Et à Lyon. Ouais, sans doute aussi. Ouais. Non, il y a des écoles privées, même aujourd'hui. Ça, c'est Ouais, quand même beaucoup plus développé. Oui, mais Lyon, c'est la seule école à pratiquer la BD comme un art au sein d'autres disciplines artistiques comme la peinture, il y a les le volume, le dessin, et il y a même un master BD. Ouais, on connaît bien. Non, c'est vraiment, je peux vous le dire, il y avait plus de 300 candidats. Ouais, ça m'étonne pas. Ouais, non, mais moi j'aime bien. Ouais, asseyez-vous. Non, mais c'est sûr que là aujourd'hui, l'école a pris une certaine ampleur, hein, ça c'est certain. Bon, alors t'es sorti de l'école. Ouais, donc voilà, absolument. Et en fait, tout ça pour dire, c'est que à l'époque, avec Troups, David Prudhomme et d'autres gens comme ça, d'autres dessinateurs qui aujourd'hui sont devenus quand même, ont fait un certain parcours, on faisait de l'édition. En fait, quand on était aux Beaux-Arts, la grosse tradition pour nous, à partir de la fin des années 80, c'était d'utiliser des photocopieuses pour faire de l'édition. Faire nos propres bouquins, monter des maisons d'édition. Et
c'est comme ça qu'on a progressé, qu'on a nourri notre travail, etc., quoi. Et qu'on a appris à faire des bouquins, en fait, parce que faire de la bande dessinée, c'est pas juste faire des pages, enfin, de mon point de vue. C'est aussi connaître la reliure, connaître l'imprimerie, l'impression, la sérigraphie, la gravure, en fait, savoir exactement comment on fait un livre, de tout. Et être même capable d'en faire à la main, puisque l'origine de notre pratique éditoriale à tous, et c'est celle-là, en fait. Voilà. Ouais. Excuse-moi de t'interrompre. Alors, les enfants du Nil, c'était fait par qui? C'est édité par l'école. C'est l'école qui éditait en collaboration avec Delcourt. En fait. Au début. Il y a les deux enfants du Nil, ils ont été faits comme ça. Après, le fil du Nil, c'était autre chose en fait, c'est-à-dire que édité par l'école. Ouais, c'est une parution qui est publiée par l'école au départ. Voilà. Et qui était imprimée à Poitiers chez Aubin. Enfin voilà, bon, bref, il y avait Hébrard aussi qui était dans la partie. Enfin, voilà. Vous étiez à part de ça. Ouais, en fait. C'était différent. Comment ça? Tu dis, on voulait éditer nos propres choses. Les enfants du Nil, c'était simplement la représentation du travail qui était fait par les élèves. Enfin, ouais, les enfants du Nil, c'était un catalogue de pré-tests pour Delcourt. Parce que Delcourt ou Capuron traînait en fait dans les ateliers. Et ce que nous on a fait, c'est les dégager. Parce qu'on ne voulait pas les avoir dans les pattes, ils n'avaient rien à faire dans cette école. Ou alors il fallait qu'il y ait Glénat, Casterman et que tout le monde soit là. Voilà. Il n'y avait pas de raison que lui soit seul ici. Et en plus, c'est assez déplacé d'être dans les ateliers où on bosse, quoi. Voilà. Ceci mis à part, en fait, nous, on faisait de l'édition parce que c'était toute l'année. C'est pas seulement un moment, en fait. C'est-à-dire que on faisait de l'édition toute l'année en publiant, par exemple, tous les mois. Des fois, ça a été même toutes les semaines. C'est là où je t'emmerde. Je sais Non, vas-y. quelle forme il est sous forme de bouquins reliés, soit à la main, soit agrafés, photocopiés, etc. Enfin, c'était très la fin des années. artisanal. Bien sûr, j'ai toutes les archives. Mais depuis la fin des années 80, l'association a démarré sur ce postulat-là. Coconino World, le Voilà. site, a démarré sur tout un travail qui était fait en édition papier au départ. On a pu lancer le projet Coconino en fait à la fin des années 90 en s'appuyant sur tout ce qu'on avait publié en fait pendant les 10 années qui précédaient. Je vais continuer à être Voilà. Le musée, on a des traces de ça? Non. Le musée Non, il y a aucune Non. chance. Non. Attendez, Mais je sais, bah mais oui. oui, on est les premiers à se trouver ça on est les triste. amis du musée. Enfin, donc, Le musée, ça en serait fait, peut-être bien qu'il y en ait quelque chose. alors là tu fais un peu un raccourci, mais bon, je te reconnais bien là. Mais c'est que en fait, le projet Coconino World qu'on a fondé en 98 a des archives numériques. C'est le premier du genre, premier projet du genre à fonder des archives numériques liées à la bande dessinée en haute définition, en partant du postulat que c'est pas parce qu'on publie pour Internet en 72 dpi, donc en basse def, qu'il faut qu'on ait des archives en basse def. On travaille en très haute définition parce que qui a le plus peut tout faire, quoi. Voilà. Et à partir d'ouvrages aussi. Et donc, aujourd'hui, pour rejoindre ta question, ta remarque, quoi, aujourd'hui, on a entamé des sortes de pourparlers, on va dire, avec le musée, en l'occurrence avec Jean-Philippe Martin, exactement, S'il n'y a plus de direction. pour que les archives de Coconino Ça se World, passe très bien. Ça se passe très bien. voilà, les Ah oui. archives de Coconino, Ouais, en ça fait, se passe. qui est Ça, c'est le sûr. projet Internet, puissent entrer au musée. D'accord. Et en fait, il se fait le relais aussi de plein d'autres trucs qu'on a accumulés, quoi. Je veux dire, c'est la base de notre assaut. Moi, je te pose légitimement la question. Tu as raison. Mais vous avez négocié avec le musée, très bien. Voilà. Ouais, effectivement. Et donc voilà, toute cette tradition de maison d'édition fait que moi, je me suis retrouvé cofondateur de multiples projets éditoriaux depuis les années 90, enfin depuis la fin des années 80 exactement, 88-89. Et en fait, ça ne s'arrête pas aujourd'hui, je continue. D'ailleurs, on vient de monter une nouvelle maison d'édition avec Julienne, tous les deux. Et donc le projet Coconino World ou d'autres labels avant, c'est tout un parcours en fait où
on a une approche de la bande dessinée par l'édition indépendante, et j'aurais presque tendance à dire à une approche de la bande dessinée en pleine autonomie, quoi. C'est-à-dire que en tant que dessinateur, quand on est capable de faire ses propres livres, même à la main, hein, et quitte à aller imprimer soi-même, ce que moi j'ai fait plein de fois, et ben en fait on a une certaine forme, on a une approche en fait de la bande dessinée qui est carrément complètement différente de celle qu'on peut voir habituellement, qui passe par des canaux éditoriaux que vous connaissez, de distrib, de diffusion, etc. Et en fait, on n'est tout simplement pas du tout déconnecté de l'histoire de la bande dessinée, on est simplement, en tout cas moi je suis dans cette position-là, je suis simplement comment dire, le poursuiveur, quoi. Je m'inscris dans une tradition où avant moi, il y a eu Métal Hurlant, par exemple, qui était un journal qui publiait des dessinateurs, qui était fait par des dessinateurs, qui publiait d'autres dessinateurs, quoi. Alors, grosso modo, c'était quand même ça le postulat. T'es un artisan. Ouais, aussi. Ouais. En fait, non, c'est-à-dire qu'on bosse beaucoup, en fait. On bosse vachement. Non, mais on se revendique. Non, mais il est provocateur. Le On se revendique ça, c'est-à-dire on n'est pas que dessinateur, c'est-à-dire on veut avoir toute la chaîne de l'édition pour la. Donc on se sent très artisan, enfin, pour le coup. En fait, à des moments, il y a certains projets qu'il est bien de développer dans ce cadre-là. Et puis il y a d'autres projets qu'il faut développer avec d'autres éditeurs, où il y a des rencontres. Ouais. Qui se font, j'ai bossé avec Aquilos là récemment parce qu'il y a un chouette contact, on est bien sur la même longueur d'onde et en fait, voilà, il y a un projet qu'il faut faire dans ce cadre-là. Et puis, il y a d'autres bouquins comme ceux qu'on fait nous dans notre maison d'édition, je vous montrerai les bouquins après. C'est des bouquins très particuliers où on travaille vraiment en impro, où en fait, on travaille sur la planche vraiment en improvisation, c'est-à-dire que on travaille par séquence de une demi-planche, une page, voire une séquence de 1, 2 ou 3 pages, mais en impro en fait. Voilà. Donc en fait ça c'est des types de projets qui ne cadrent pas avec les procédures éditoriales qui sont en place aujourd'hui, où il faut dialoguer avec les commerciaux pour qu'ils puissent placer comme il faut les bouquins dans les circuits de distrib, etc. quoi. Voilà, en gros ce que je peux dire. Vous autorisez quoi au niveau de la distribution? Qui vous allez chercher en fait, on. Pas de c'est quand même un distributeur. nerf de la guerre. Hein, Non mais pas de distributeur. C'est Non. pas possible pour des petites maisons d'édition de passer par des distributeurs aujourd'hui parce que dans ces cas-là, on vend à perte en fait. Donc il faut à un moment aller sur le terrain. Mais nous, en fait, on se revendique un peu entre. Enfin, on est un peu les AMAP de la BD, c'est-à-dire non mais c'est ça en fait. On sème, on arrose, on récolte et on va sur les marchés. Et le truc c'est que et en plus c'est une philosophie qui nous plaît. Alors c'est compliqué, c'est hyper dur. Économiquement c'est très difficile parce qu'il faut être sur tous les fronts. Mais économiquement, est-ce que c'est viable? Alors c'est comme tout. Je trouve ça formidable parce que cette Non. indépendance, cette liberté, ce choix que vous avez, mais est-ce que c'est viable? C'est comme tout, c'est-à-dire qu'à un moment, il faut miser et il faut prendre le temps de mettre en place les choses. C'est comme une entreprise, elle est rarement rentable la première année. Attends, Donc, juste pour rebondir avec ce que je disais avant. Mais ça, c'est des... En 98, il y avait des modems qui faisaient ding, 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 ding. Voilà, ça c'était Internet 56K en 98. Qui aurait voulu monter un projet comme Coconino où on publie faut être utopiste des ça auteurs devient réalité. depuis 1770 jusqu'à maintenant. Personne, je veux dire, moi j'ai travaillé pendant 1 an en étant au RMI à l'époque pour démarrer ce projet-là. Après on a enclenché des emplois jeunes, des trucs, on s'est démerdé pour construire l'utopie, quoi, l'utopie concrète. C'est-à-dire que les projets utopiques, c'est super intéressant à partir du moment où ils deviennent concrets. C'est là où c'est vraiment passionnant. Ouais, mais nous, c'est pas de l'utopie, ça on est pas dans le rester, concret. On est dans le concret, parce si, que ça les livres, reste. on les fait, mais nous, ça fait 1 an que... Et je pense que c'est comme tout, il faut mettre en place. Après, un distributeur, moi, je suis pas contre la distribution, parce qu'il est peut-être possible à un moment de faire ça.
Mais c'est vrai qu'au début, c'est pas gérable. Parce En fait, qu'ils prennent une marge qui est tellement importante que quand tu as l'imprimeur et d'autres charges, finalement, tu vends à perte. Parce qu'un distributeur, c'est 60%, voire plus, de la valeur d'un livre. Donc c'est quasi... Avec le libraire, bien. Ouais, avec le libraire, Ouais, oui, avec le parce libraire. que c'est compris tout. C'est Distribution... 60, 70, En Le fait, dessinateur. dans la BD, la personne qui gagne le moins, c'est l'auteur. Non, Les- c'est attends. En fait, la personne qui gagne le moins aujourd'hui dans la bande dessinée c'est est la le dessinateur. ouais, voilà, la seule profession dans la bande dessinée qui ne gagne rien, c'est dessinateur. Mais bon, Scénariste, ça le fait. non, Dessinateur, pas ça le fait pas. toujours. Non, mais c'est vrai, mais c'est très Non, mais c'est compliqué. vrai. Hein, Mais c'est, bon, enfin, bref. le lecteur, alors, il dit quoi plaisir. Ça c'est vrai, les livres sont de plus en plus chers parce qu'il y a de plus en plus une facture, ils mettent des vernis, ils font des livres cartonnés, ils font... Et voilà, c'est que on sait que l'auteur, c'est des bouquins de moins en moins, et que nous, les albums, on les paye de plus en plus. Ah mais oui, mais c'est pas l'auteur qui s'enrichit, ça c'est sûr. Et donc justement, on s'est dit aussi, vis-à-vis des éditeurs, bon les plus ou moins gros d'ailleurs, l'auteur finalement gagne très peu d'argent, les droits il en touche jamais, il faut vraiment vendre beaucoup. Il y a un moment où on s'est dit, il vaut mieux qu'on édite nous-mêmes nos livres, ils vont correspondre à une certaine identité aussi qui est vraiment proche de ce qu'on... Après on a toujours des contraintes, mais c'est plus proche de ce à quoi on aspire. Et on s'est dit, on mise là-dessus. Et là, il faut effectivement tenir un petit peu de temps avant qu'il y ait aussi une rythmique qui se mette en place. Ce que je voulais dire quand je parlais de Coconino en 98 et que t'aurais pas imaginé qu'on puisse, et moi non plus, tu vois, on essayait d'imaginer le truc. Là, c'est un peu pareil. On est sur des équations hybrides. Il faut improviser, il faut inventer. On aurait pu penser il y a 2 ans que c'est très précaire effectivement de faire ça. C'est pas faux. Par contre, c'est pas autant la catastrophe que ça, quoi. C'est-à-dire que nous, on est dessinateurs, on fait les bouquins. Quand on est en prise avec un festival, on est invité en tant que dessinateur, en tant qu'auteur, et en même temps, on amène nos bouquins qu'on édite nous-mêmes. Donc, il n'y a pas beaucoup d'éditeurs qui sont aussi dessinateurs. Puis moi, je pense Ça que c'est une existe, mais il y en a mentalité, pas beaucoup. enfin, un état d'esprit qui est en tout cas bien de notre époque. Et on voit, nous, on a commencé ça. Et finalement, on a d'autres amis auteurs, dessinateurs. Ils ont enclenché, en discutant avec eux, ça leur a donné l'envie. Et finalement, je pense qu'ils sont hyper satisfaits. Alors, évidemment qu'il y a des contraintes, évidemment que c'est pas facile. Mais je pense qu'il y a une profonde satisfaction que tu n'as pas. Moi, je vois plein d'auteurs qui font des bouquins à droite, à gauche. Ils sont hyper frustrés au bout parce qu'ils ont eu des conditions difficiles pour réaliser leur livre. Et même quand il est sorti, le bouquin, ils n'ont pas vraiment de... Ouais, puis c'est une équation qui dépasse en fait celle du livre. Elle est cadrée par le statut de dessinateur. Donc en fait, quand tu es en prise avec le public et quand le public est en prise avec toi, il n'a pas seulement des livres. Il peut aussi avoir accès à des originaux. Il peut aussi faire appel à toi pour plein de diverses choses, quoi. Et en fait, moi, ce que je remarque pour l'instant, en l'état actuel de notre progression, c'est que de faire les bouquins dans ce contexte-là, en fait, ça provoque plein d'effets que sinon on n'aurait jamais. Des rencontres, des commandes, et tout d'un coup, un rapport au lecteur qui est complètement changé, quoi. Et ça, c'est très intéressant, et c'est ce qui fait aussi que tout d'un coup, c'est pas aussi peu viable que ce qu'on pourrait croire, en fait. Voilà. Et c'est pas le Pérou. Quand on est dessinateur, on ne peut pas être monocylindrique. On est obligé d'être Aujourd'hui, je crois que c'est vrai pour tout le monde en plus. Qu'est-ce que vous pensez des sites Sandwave et compagnie là? Sûr? Tu sais, les bouquins sur Internet où tu peux participer. Ouais, le crowdfunding, ce qu'il disait, ouais. Bah écoute, dont l'envin est devenu, je crois. Hormis le fait que les projets que je vois passer qui demandent à être soutenus sont souvent, moi ce que j'ai vu, des projets qui sont quand même qui font pas trop envie. Enfin moi ça a été mon sentiment. Disons que tu cherches un peu les projets qui sont chouettes, quoi, tu vois. Après il y en a tellement qui sont proposés que t'as même du mal à les discerner. Il y a tout un Après, moi, DVD qui est paru aujourd'hui là-dessus. Ouais. Explique qu'il faut une sélection assez Ouais. pointue, parce que tout le
le monde s'imagine que Bah ça va oui. marcher. Non, Non, c'est pas trop. c'est un Il y a or, ça, peut-être c'est un or. deux services qui font bien. Mais bon, nous on connaît Après, c'est une possibilité hybride alternative qui Ouais, est il y en a arrivée des- avec le net. C'est tout à fait c'est une très bonne chose. C'est du boulot à Ouais. Ah oui. à faire. Ouais. C'est bien pire, ils prennent leur kangou puis ils vont livrer à la limite. Mais après, ce qui est intéressant aussi de remarquer, c'est que il y a aussi des entreprises, il y a aussi des gens qui font des trucs intéressants. En France, il y en a encore des boîtes ou des particuliers, des personnes dynamiques qui sont prêts à soutenir des gens qui sont motivés. Et comment vous vous faites connaître? Ben en fait, si tu veux, on est aussi dans le milieu quand même depuis très longtemps. Donc on connaît quand même plein de monde. Bah après, on connaît. Non, non, mais pas du tout. Mais on a un petit réseau, et puis petit à petit, de toute manière, quand tu as un boulot, que tu as des livres, les choses. Il y a des gens qui soudain nous achètent les livres par internet et on les connaît pas. Des amis du musée, d'un seul coup, vous avez touché 140, 150 personnes. Ouais. Enfin, je veux dire, c'est pas compliqué. Mais tu vois il faut un peu de temps, et puis à un moment, ça fait boule de neige, ça va beaucoup plus vite. Julie, je Mais- te pose une question. mais- Je t'emmerde, tu veux le dire. Mais pas du tout. Francis. Combien t'as vendu d'exemplaires de ton bouquin? Eh bien, moi, j'en avais fait 500 du premier. Je suis quasiment au bout, en 6 ou 8 festivals. Donc, ça a vendu plutôt pas mal. Et tu as tiré à combien au départ? 500 exemplaires. En fait, on a toute une approche par rapport au bouquin qui est issue de tout le parcours dont je vous parlais avant, où l'édition, on en fait depuis longtemps. Et donc, en fait, on ne veut pas tirer un trop grand nombre d'exemplaires, Ouais, nous, on veut faire. de telle façon à avoir aucun stock. Peut-être les bouquins, Ouais. ils coûtent un tout petit peu plus cher, Est-ce- Oui. Donc, bon, on a bien compris mais on a une la rotation. problématique dessinateur, impression, diffusion Diffusion, distribution. et diffusion, distribution. Et enfin, je collectionne aussi les peintures et je me souviens d'un très très grand peintre qui me disait: je suis un génie, mais ceux qui vendent ma peinture sont aussi des génies parce que il faut arriver à les faire comprendre aux acheteurs. Et c'est un peu ça aussi quoi. Il faut que les dessinateurs arrivent à comprendre que effectivement il y a une part non négligeable à consacrer du prix du bouquin final à faire connaître à un plus grand nombre. Effectivement, de vendre sur festival, c'est bien. Non, mais c'est Ça pas fait, suffisant. mais à mon avis, c'est un soubassement pour arriver à bon. Mais nous, on n'est pas. En fait, le problème, c'est pas qu'on est contre sera la bon. distribution, c'est que la distribution aujourd'hui La a de distribution, telles contraintes ah ouais, voilà. que de toute manière, ça Voilà. n'est pas viable. Voilà, Oui, c'est ça, parce que évidemment, demain, un distributeur vient et me dit je prends 30% de votre livre. Ah ben moi, je lui dis ok, on y va. Après, on allons-y. vend à distance, on profite aussi Mais- d'Internet. Mais non, c'est ça. donc finalement ils disent pas ça, ils disent pas je prends 30% Voilà. des ventes, ils disent vous J'en mettez prends 3000 60. € sur la table Ouais. et je commence à partir. Et même maintenant, ils sont un petit peu sélectifs, dans le sens où il y a tellement de choses qui peuvent vous refuser. 500 bouquins à vendre, ils diront que c'est pas. Ah, et c'est pas assez, ils voudront 2000. Alors, Ouais. moi j'ai une question. Est-ce que vous travaillez avec des subventions? Et Non, la pas nous. deuxième, est-ce que vous avez pensé aux diffuseurs des belles lettres? Alors, mais c'est la. Ils prennent de la BD, je sais pas. Oui, ils en prennent. Oui, ils en Mais prennent. c'est C'est les eux qui ont mêmes. récupéré les distribs. comment ça s'appelle Le comptoir des indépendants. Ouais, les indés, ouais. 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 Qui s'est cassé la gueule. Eux, ils ont repris pas mal de. Mais ils ont les mêmes conditions parce que, voilà, aujourd'hui, c'est. Alors après, nous, on connaît. Oui, ils diffusent. Mais le problème, c'est pas ça. C'est que, évidemment qu'ils diffusent bien, on remet pas en question ça. C'est juste que si sur un livre, tu as déjà 20% qui vient à l'imprimeur, après, je sais pas, tu as 10% de fonctionnement et que lui, il en prend 70%. Il reste plus rien. Donc tu peux pas générer d'autres livres. En fait, Nous, on n'en demande pas. Mais non, Pas- pour pas- notre propre pour maison Vélo d'édition, Locaux, notre maison on ne d'édition. on ne fonctionne pas avec de l'argent public. Quoi. Non, on fait Hein, tout. Le projet On Coco- trouve des partenaires, Ouais, mais on trouve des fonctionne partenaires. pas avec de l'argent public. Le projet Coconino World, dont je vous parlais avant, et c'est carrément par contre une association qui est officiellement c'est autre reconnue chose. d'intérêt général. Ouais. Donc c'est un projet purement philanthropique
purement à 100%. Et là, pour le coup, c'est soutenu depuis toujours. On est les premiers à avoir eu des conventions de partenariat avec Magélis. Est-ce que ça existe encore? Est-ce que ça Ouais, continue? Bien sûr. Nous, on Ouais, continue. bien sûr. Et des gens continuent à apporter des dessins à la banque Un petit peu Un moins peu. maintenant, mais ça Ça continue. Ouais. En fait, Ouais, entre ouais. 98 et aujourd'hui 2015, c'est vrai que le rapport à Internet a changé. Oui. Avant, il n'y avait pas de blog, aujourd'hui, il y en a. Il n'y a plus les mêmes besoins. Après, le site est toujours là, existe toujours. Et il y a des auteurs, Autre question à laquelle on est confronté, nous-mêmes, amis du musée, dès qu'on fait paraître pour le public un dessin, crac, enfin, le dessinateur ou les ayants droit, les successeurs, surtout les ayants droit, se mettent à vouloir Des droits bakshish, d'auteur, des quoi. droits d'auteur. Enfin, est-ce que vous êtes confronté à ce problème? Et en fait, nous, à partir du. Tu veux dire, Pour dans le cadre de Coconino. Coconino, Pour Coconino. ben, dans le cadre de Coconino, tout ce qu'on a toujours publié, c'est soit avec l'accord de l'auteur, qui en fait, Ou de la il y famille. a un tel, La famille. entre guillemets, hein, je le dis neutre, mais bon, c'est ce qui se passe. Vous pouvez questionner n'importe quel dessinateur. Vous pouvez prendre Cabane, Loisel, tout ça, ils diront tous la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, quand ils confient leur boulot, que ce soit eux ou d'autres, à Coconino ou dans ce cadre-là, ils ont pleinement confiance. Parce que c'est ce- des ce auteurs projet- aussi. On parce est dans que- la parce même que problématique qu'eux. ça a Alors, le droit toujours été- d'auteur, on y fait Ouais, gaffe. ça a toujours été des dessinateurs. Et c'est moi qui ai géré cette partie-là. Et ça a toujours été le gage de qualité de ce projet-là. Et de Entre confiance. autres choses, il a été le côté carré et comment dire, extrêmement investi, c'est un mot même très faible, pour ciseler, comme des bijoutiers, un écrin pour valoriser. C'est-à-dire, on publie même pas, on met pas en ligne, on valorise le boulot de l'auteur qu'il nous confie en le publiant d'une façon qu'il ne trouvera nulle part ailleurs sur le net. La qualité de ce projet-là, elle est énormément là-dessus. Ce qui fait que tous les auteurs, ils ont tous confiance. On a toujours fait Voilà. gaffe aussi pour qu'il y ait un accord. bon, Tout ce qui est sur le site, si les auteurs sont encore en vie, évidemment, c'est avec leur. Tout le côté juridique soit bouclé. Et en fait, Voilà. tous les trucs Et anciens, Tous les, Ouais. oui, toutes les tout ce documents qui relève du anciens, patrimoine, qu'on a publié aussi c'est dans le fait, cadre de ce projet-là, on n'a jamais fait autrement que d'acquérir les éditions originales d'époque. C'est comme ça que, Pascal, je t'en ai retrouvé un peu dépositaire aussi, mais on a toujours acheté, par exemple, on veut publier du Carandache, et ben on achète les bouquins de 1898. On se démerde, on les trouve, on les achète. Ce qui fait qu'en fait, on a un réseau de filons qui utilisent Internet depuis 98 avec des libraires, des antiquaires en Allemagne, en Autriche, au Japon, en Angleterre, etc. D'héritier, Carandache en fait, de toute manière, 70 ans après la Bah mort non, d'un c'est créateur. tombé dans domaine public. Alors, en tout cas, Ouais, en parce Europe, que- nous, on a demandé des. Tu et vois, par c'est- exemple, voilà, quand on a la republié législation est la même. quand on a publié du Gus Boffa, Ouais. allô Jean-Louis Cornelius, ok, très bien, on a le contact de l'héritière et on a le feu vert sans problème. C'est un projet philanthropique. Il n'est pas fait pour faire de Ah l'argent. oui, il c'est est pas fait- payant, Il est fait pour voilà, que vous c'est puissiez, vous, accessible. avoir accès à ce que sinon vous ne verriez peut-être jamais, ce qui dort dans les cartons des dessinateurs. C'est pas pour faire de l'argent, enfin personne s'enrichit sur Sauf ce que les projet. dessinateurs en question, c'est nos potes. Et que l'histoire, elle commence comme ça. On voit ce que tout le monde a dans ses cartons. Voilà, donc... Je suis Allez. d'accord pour ceux qui sont vivants. Je suis en train de te parler, effectivement, Ouais. quand on est face à Ouais. la troisième génération. Bah, si Bah, tu, quand- si quand tu on- as, si effectivement tu connais les ayants droit, même si je pense que tu as passé les 70 ans, bon, c'est vrai que moi, par principe, je me dis, il Quand- vaut mieux quand même quand on a voilà, être republié- en contact. quand- Et, Avant que l'assaut le fasse, Mais, quand on a republié Hypocrite et le monstre du Loch Ness, comme dans France Soir à l'époque, c'est-à-dire un strip par jour, on a demandé à Julien Forest, il était parti sur la banquise observer la nano, enfin je sais plus, la stratosphère, là. Et il nous a dit banco, aucun problème, bien sûr. Et on a même fait bébé cyanure et on l'a remis en couleur. Et il nous a dit, mais évidemment, faites-le.
Mais C'est bon, pas pour faire du pognon. C'était pas dans On est un là but pour lucratif. valoriser. C'est ça le problème. On Et il y a vendait personne rien en qui, fait. qui est sur ce genre de secteur à tel point que même le pôle image, ils n'ont jamais compris. Pourtant, ils soutiennent depuis 15 ans. Mais ils n'ont toujours pas compris. Écoute, moi je trouve qu'on a eu niveau de tomber sur des héritiers qui sont effectivement des gens désintéressés, qui sont flattés en quelque sorte. Mais le problème, c'est que moi j'en connais, dès qu'on commence à vouloir faire quelque Oui. chose, Bah quand ça Bien coince, sûr. ça coince. Hein. Bien Bah sûr. oui, mais bon, Mais après. si tu veux, on n'a Il y jamais a plein de essayé d'aller voir dessinateurs, enfin, Moulinsart d'autres. ou autre, tu vois, voilà. il n'y a pas de Moulinsart. On n'a pas appelé la famille Herge, c'est super. Regarde, Voilà. Ouais, ouais. Donc après, moi- Nous, on a ouais. fait les 3 premiers livres. Il y a Guy aussi après. Ouais. Donc la seule solution pour vous, c'est les festivals en fin de compte. Oui, Pour on peut l'instant, jouer, mais on ça, peut bon, jouer. Et c'est comme Il y en a une ici. Je vous rappelle que quand même, il y a une équation économique dans la bande dessinée en France, c'est qu'il sort entre 15 et 20 albums par jour, Oui, c'est énorme. et que même un fanatique halluciné n'arriverait pas à lire les 15 albums par jour. Au-delà de 10, tu tiens 3 jours et après ça tu prends de C'est l'exomile. rassurant Quoi. parce que ça veut dire qu'il y a quand même plein de choses. Voilà, il y a plein de gens prêts à. Mais bon, c'est vrai que ça étouffe l'ensemble aussi. Bon, Il y a après, toujours l'aspect positif et l'aspect négatif.